Le fonctionnement de l'Union européenne est complexe car c'est un système interétatique avec des structures de coordination comme la Commission européenne. Du point de vue du citoyen européen, tout cela est extrêmement obscur, surtout que dans le cadre de la formation des collégiens et lycéens, ça n'est pas du tout expliqué. En conséquence, c'est facile pour les souverainistes, notamment sur les réseaux sociaux, de raconter absolument n'importe quoi, puisqu'ils n'ont pas en face des gens qui sont sachants et qui sont en mesure, évidemment, de pouvoir leur dire « vous désinformez ». Comment fonctionne l'Union européenne quand on essaie de la comprendre de manière simple ? D'abord, il faut comprendre que c'est une Europe des États souverains, contrairement à ce que prétendent les souverainistes qui affirment que l'Union européenne serait fédérale ou au moins proto-fédérale. C'est tout à fait faux. Quelles sont les structures interétatiques qui existent dans le cadre de cette Union européenne ? Il y a d'abord ce qu'on appelle le Conseil européen, qui est composé des chefs d'État et de gouvernement des 27 membres. C'est un système complexe parce que sur certains domaines, il faut l'unanimité, et sur d'autres domaines, il faut une majorité relative, en fait, très concrètement, 60% des États. Par exemple, sur le traité du Mercosur, il faut 60% des États qui le votent. C'est un système donc interétatique, mais c'est un système de démocratie indirecte, puisque ces chefs d'État et de gouvernement, théoriquement, ont été élus par les citoyens des pays concernés. Il y a un président de l'Union européenne qui n'a qu'une fonction, purement technique et qui a un rôle politique absolument inexistant, à tel point qu'on ne se souvient même pas de son nom. Et puis, il y a ensuite un haut commissariat aux affaires étrangères, mais qui a un rôle là aussi parfaitement protocolaire. C'est Mme Kallas qui aujourd'hui est en fonction. Elle ne sert pas à grand-chose en réalité, car ce sont les États qui font réellement la diplomatie. L'Union européenne n'est pas un État, elle n'a pas de statut d'ailleurs d'État, tout simplement. Ça veut dire qu'elle n'a pas d'existence à l'ONU, par exemple, et à d'autres endroits. Il n'y a pas la personnalité juridique réelle. Donc vous avez le Conseil, ensuite, de l'Union européenne. Alors celui-là, c'est un conseil des ministres dans un domaine en particulier. Donc vous avez le Conseil de l'Union européenne, par exemple des ministres de l'Intérieur, qui vont tous se retrouver autour d'une table pour prendre des décisions, voter là aussi des choses. Donc vous voyez deux systèmes interétatiques, puis vous avez la Commission européenne installée à Bruxelles. Alors, cette commission, il faut rappeler que malgré tout, le traité de Lisbonne que conspuent les souverainistes a donné un peu plus de démocratie dans l'affaire, puisque le Parlement européen a un rôle maintenant beaucoup plus fort. Donc, ce sont toujours les chefs d'État et de gouvernement qui proposent le président ou la présidente de la Commission. Et c'est ce qu'ils ont fait avec Mme von der Leyen, qui a obtenu le soutien à peu près total de 26 sur 27 chefs d'État et de gouvernement. Orban s'étant simplement abstenu. Donc elle a été soutenue très largement par les chefs d'État et de gouvernement qui avaient toute liberté de la refuser. Mais désormais, elle doit passer le cap d'un vote au Parlement européen qui peut, là aussi, la rejeter. Donc c'est grâce à une sorte de coalition hétéroclite de la social-démocratie et de la démocratie chrétienne, pour simplifier, de la gauche modérée et de la droite modérée, qu'elle a pu être renouvelée dans son rôle, sachant que le Parti populaire européen dont elle est issue, qui regroupe les partis de droite classiques de l'Union européenne, avait choisi de la reproposer comme présidente de la Commission. Vous voyez que si elle est en place, ce n'est pas par un coup d'État, ce n'est pas parce qu'elle dirigerait l'Union européenne, mais simplement parce qu'elle est, au contraire, tout à fait conforme à ce qui est attendu d'elle. C'est de la missi dominissa, si on peut dire, des États, donc, et il la récompense en la maintenant en place, tout simplement. C'est une ex-ministre allemande de la Défense de la CDU que Mme Merkel voulait recaser ailleurs pour s'en défaire dans le cadre allemand, et c'est pour ça qu'elle a été choisie. Et elle a été renouvelée parce qu'elle a fait, y compris pendant la crise Covid, ce que les gouvernements des États lui ont demandé de faire, ni plus ni moins. Elle n'a aucune initiative en réalité. Par contre, qu'elle se valorise d'un rôle qu'elle n'a pas, ce qui encourage le bobard souverainiste sur lequel ce serait elle qui dirigerait, c'est entre guillemets de bonne guerre, ce sont des gens qui n'ont pas de pouvoir, mais qui font croire qu'ils en ont, tout simplement. Et donc, cette commission, chaque pays envoie son représentant. Sauf que maintenant, effectivement, depuis le traité de Lisbonne, le Parlement européen peut refuser certains candidats. C'est ce qui est arrivé à notamment Mme Goulard, qui avait été proposée par Macron lors de la commission précédente de 2019. Elle était associée à Bayrou, elle était dans l'affaire
des assistants parlementaires du MoDem. Et en conséquence de quoi, eh bien, le Parlement européen a refusé Mme Goulard, ce qui a amené Macron à proposer Thierry Breton. Voilà. Donc si on se demande pourquoi c'est Breton qui s'est retrouvé être commissaire européen pour la France, c'est parce que Mme Goulard, qui d'ailleurs est une femme intéressante, parce que vraiment pro-européenne, contre la Turquie dans l'Union européenne, etc., a été recalée. Honnêtement, on y a perdu, je vous le dis sincèrement, parce que moi j'ai lu les ouvrages de Mme Goulard. Elle n'est pas européiste identitaire, évidemment, mais c'est quand même quelqu'un qui est sincèrement attaché à l'idée européenne. Bon, on a eu Breton, le technocrate, à la place. Donc ça veut dire que le Parlement européen a quand même du pouvoir. Et il ne l'avait pas avant. Mais pas beaucoup, parce que le Parlement européen n'a pas l'initiative des directives, qui restent l'apanage du Conseil européen et de la Commission européenne. La Commission européenne a une dimension essentiellement technique. Il faut bien l'avoir en tête, elle n'est pas tellement politique, là encore. Donc, sur tous les sujets, il ne faut pas se faire avoir par la propagande des uns et des autres. Par exemple, la fameuse affaire des 20 000 € d'amende pour tout migrant refusé. Alors, il ne s'agit pas de migrants, en réalité, il s'agit de demandeurs d'asile. D'abord, il faut être très précis. Dans le système Schengen, vous n'avez pas de frontières à l'intérieur de l'Union européenne, mais vous avez des frontières extérieures, sur un plan juridique assez flou, qui sont en fait les frontières des pays d'Europe qui sont aux frontières du continent, et qui sont en première ligne, évidemment, face à la question de l'immigration clandestine. Pour résumer, les points de faiblesse, ça peut être la frontière de la Pologne, de la Lituanie, mais justement, elles ont été renforcées par décision de ces pays, parce que la Biélorussie avait commencé à envoyer des migrants par provocation. Il y a la frontière entre la Grèce et la Turquie, et les Grecs, parfois, en s'exonérant des règles en place, essaient d'empêcher l'immigration clandestine. Et puis il y a l'Espagne, il y a l'Italie, il y a Malte, il y a toutes sortes de moyens d'arriver vers l'Union européenne, en allant aux Canaries, en allant à Ceuta et Melilla, en allant à Lampedusa, etc. Tout ça, ce sont des points d'entrée, ce qu'on appelle des hotspots pour clandestins. Une fois qu'ils ont mis les pieds sur le sol de l'Union européenne, comme il n'y a pas de règles de directive retour pour les renvoyer, et qu'ils demandent systématiquement le droit d'asile, eh bien, ce que demandent les Espagnols, les Italiens, ou les Maltais, ou les Grecs et d'autres, ils disent qu'ils veulent une aide des autres pays, en disant c'est pas à nous, parce que simplement on est à la frontière, de gérer tous les demandeurs d'asile. Donc on demande l'aide des autres pays de l'Union européenne afin que le fardeau soit partagé de manière à ce qu'il ne pèse pas sur les épaules de certains, y compris financièrement, et que tout le monde ait sa part. Donc dans ce cadre-là, il y a une relocalisation des demandeurs d'asile au sein de l'Union européenne, et c'est ce que refusent Orban et d'autres. Bon. Et lorsqu'on refuse cette relocalisation, on paye une amende. Je ne suis pas sûr qu'elle soit appliquée. Concrètement, donc, ces 20 000 €, on pourrait se dire, Orban était contre, donc il a dû refuser de la voter. Or, ça s'est décidé justement dans ce Conseil de l'Union européenne dont j'ai parlé, c'est-à-dire les ministres de l'Intérieur qui se sont retrouvés à 27 autour d'une table. Eh bien, ils ont voté cette mesure. Ils l'ont votée. Et vous savez quoi ? Le ministre de l'Intérieur d'Orban, donc du Fidesz, a voté cette mesure dont Orban prétendait être opposé. C'est-à-dire qu'Orban, il dit dans les médias hongrois à sa propre population « je suis contre », et son ministre dit « je suis pour ». Mais il le dit à Bruxelles. Voyez comment ça fonctionne. Sur la question de l'immigration, les souverainistes nous expliquent qu'on ne peut rien faire dans le cas de l'Union européenne. Apparemment, on ne peut rien faire dans le cas des États, il suffit de regarder le Royaume-Uni depuis le Brexit. Bon, concrètement, est-ce vrai ? D'abord, il faut rappeler que le cas du droit d'asile que je viens d'évoquer, excepté, mais qui est une part de 5% à peu près de la question. Le reste relève de la souveraineté totale des États. Ce sont les États qui délivrent les titres de séjour. Ce sont les États qui décident de régulariser des clandestins à l'image du gouvernement espagnol. Ce sont les États qui décident du code de la nationalité de naturaliser ou pas les gens. Rien n'interdisait à un État européen, comme le faisait l'Allemagne avant 2000, d'avoir le droit du sang comme seul point d'entrée. L'Italie n'a pas le droit du sol, par exemple. Elle n'est pas contrainte par cela. Par contre, pour les naturalisations, c'est l'État italien qui décide. Là encore, ce n'est pas l'Union européenne. Alors vous me direz, oui, mais que se passe-t-il si un immigré qui ne peut pas rentrer en France passe par l'Italie, par l'Espagne ? Effectivement, grâce à Schengen, il va pouvoir arriver en France. D'accord. Mais on sait en réalité qu'il y a des interdictions Schengen. Quand on veut, on peut. Par exemple, un doctrinaire de la nouvelle droite américaine s'est retrouvé interdit pendant 5 ans de présence Schengen. Il y a quelque temps, il a voulu aller en Suisse, et je rappelle que la Suisse fait partie de l'espace Schengen, et il n'a pas pu descendre de l'avion.
Il a été renvoyé vers les États-Unis. Donc, quand on veut, on peut. On peut interdire à des gens l'espace Schengen tout entier. Ça existe. Vous voyez que ce n'est pas parce que ce n'est pas appliqué que ça n'existe pas. Donc, c'est une question de volonté politique. Quand on veut, on peut. Donc voilà, la question, elle est là. Ce n'est pas l'Union européenne qui a imposé à la France de départementaliser Mayotte, ce qui était une erreur majeure. Ce n'est pas l'Union européenne qui est responsable des choix financiers, budgétaires de l'État français. Vous regardez le vote du budget en ce moment, vous voyez bien que l'Union européenne n'y est pour rien. L'Union européenne, elle rappelle qu'il y a des règles à respecter à cause de la zone euro et qu'il faut éviter les déficits trop importants. C'est d'ailleurs assez justifié, parce que c'est pas sain d'avoir une disposition budgétaire où on dépense plus que de raison. L'Italie, aujourd'hui, est toujours dans l'Union européenne, est toujours dans la zone euro, et elle gère mieux ses finances que la France. Les notes budgétaires de l'Italie progressent, les notes budgétaires de la France baissent. Pourquoi ça serait la faute de l'euro et de l'Union européenne, puisque certains pays y arrivent et que d'autres n'y arrivent pas? C'est bien chaque pays qui est responsable de sa politique budgétaire. Et on le voit bien, qui décide des impôts? C'est bien l'État français. L'État français, c'est lui qui décide, par exemple, s'il faut mettre 50 km/h sur le périphérique, même si c'est une idiotie, c'est la mairie de Paris qui décide, c'est pas l'Union européenne. Et les exemples sont multiples dans tous les domaines. Donc lorsque les souverainistes vous disent c'est la faute de l'Union européenne si on ne peut pas agir, c'est pas vrai. C'est d'abord la faute des États. Et en tout premier lieu, la faute de l'État français. Et comme par hasard, ces souverainistes sont souvent des énarques, c'est-à-dire des purs produits du système étatique français dont ils partagent le quasi-socialisme, et on le voit bien avec Philippot, Asselineau et les autres. C'est-à-dire que ce sont des gens du sérail, ce sont des gens qui ont été formés par l'État français et qui donc ont une malhonnêteté intellectuelle qui consiste à refuser de reconnaître que l'État français est plus que défaillant. Au lieu de dire l'Union européenne n'est pas responsable des dysfonctionnements de l'État français, ils chargent l'Union européenne de tous les maux pour exonérer l'État français. Et disent qu'il suffirait de quitter l'Union européenne et tous nos problèmes seraient réglés. C'est un mensonge. C'est un mensonge éhonté. La réalité, c'est que nos problèmes viennent des États, viennent des gouvernements, et en tout premier lieu d'une autre. Et que dire que l'Union européenne est responsable alors qu'elle ne l'est pas, eh bien, c'est ça le problème.